Il est des moments où notre hémicycle se pétrifie dans la stupeur et la sidération. Le 7 juillet dernier fut de ces jours, lorsque la nouvelle de la disparition d'Olivier Marleix nous surprit, nous saisit, nous meurtrit. Olivier Marleix était des nôtres. Il était un pilier, une colonne du Palais Bourbon. Il était une voix familière de notre hémicycle, respectée bien au-delà des rangs qu'il présidait. Pour beaucoup, il était aussi un ami. Et aujourd'hui, c'est à l'homme, aux parlementaires chevronnés, aux serviteurs indéfectibles de la France que nous rendons hommage, dans la solennité de cet hémicycle où il siégea 13 années durant. Pour comprendre l'engagement d'Olivier Marleix, il faut remonter à sa source. Pour lui, la politique était une langue maternelle, ou plutôt paternelle. Son père, Alain Marleix, fut en effet durant 40 ans le monsieur carte électorale du RPR. Il fut aussi député du Cantal et secrétaire d'État entre 2007 et 2010. Tout juste âgé de 5 ans, le jeune Olivier se rendait en famille au siège du RPR, retenant tous les noms des députés et employés du parti gaulliste. À la maison, quand il répondait au téléphone, il avait à l'autre bout du fil Maurice Couve de Murville, Pierre Messmer ou encore l'amiral Philippe de Gaulle. C'est donc naturellement qu'à l'âge de 12 ans, pour les municipales de 1983, à Paris, le jeune Olivier fit ses premières armes en politique. Aux aurores, avant le collège, il distribuait des tracts pour Jacques Chirac, qu'il comparait volontiers à Johnny Hallyday. Son militantisme se poursuivit au sein de l'Union des jeunes pour le progrès, le mouvement des jeunes gaullistes, puis au Sénat, où il devint, à 20 ans à peine, le proche collaborateur de Charles Pasqua, président du groupe RPR. Son militantisme se poursuivit au sein de l'Union des jeunes pour le... Après cette expérience au Palais du Luxembourg, jeune diplômé de Sciences Po mais déjà empreint d'une grande maturité, il entama un parcours comme conseiller en cabinet, notamment auprès de Michel Alliot-Marie, Brice Hortefeux, Claude Guéant et du président Nicolas Sarkozy, en qualité de conseiller chargé du lien avec les parlementaires. En 2012, cependant, l'ascétisme des cabinets qu'il jugeait trop monacal ne lui suffisait plus. Il se présenta donc au suffrage universel, non dans le Cantal paternel, par refus viscéral d'être un héritier, mais dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir. De ces 4 victoires consécutives aux législatives, il parlait avec une fierté immense, car elle touchait à la quintessence de son engagement. Pour un député, vos patrons, ce sont vos électeurs, confiait-il, ce qui place une certaine forme d'exigence sur vos épaules. Cette exigence, il se l'imposa à lui-même, sans relâche à l'Assemblée nationale. De 2012 à 2025, en bretteur et rhéteur estimé et respecté, il devint un pilier de la commission des lois, s'imposant comme un technicien rigoureux et méticuleux. Ses combats furent à son image, exigeants et sans concession. Et d'abord son combat pour l'indépendance et la souveraineté industrielle de la France, une évidence pour ce patriote, admirateur du gaulopopulisme. Chacun se souvient de la passion, de l'intransigeance, de l'exigence avec laquelle il présida la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle. Un autre de ses grands combats fut celui pour l'intégrité et la déontologie parlementaire. Il batailla pour durcir notre législation, pour la transparence de la vie publique et contre la corruption. Lui qui, selon son frère Romain, avait une conception sacerdotale de l'engagement civique. Il n'eut de cesse de pourfendre le pantouflage qu'il qualifiait de plaie pour la République. Enfin, son 3e grand engagement fut celui pour la sécurité des Français. Le destin, parfois, dessine de poignantes symétries. Sa dernière intervention dans cet hémicycle porta sur ce sujet, alors qu'il défendait une proposition de loi dont il était le rapporteur. De même, sa toute première intervention, le 6 novembre 2012, portait, elle aussi, sur la sécurité des Français, plus précisément sur la police de proximité. Et ce jour-là, on devinait déjà tout de l'homme, sa fermeté,
mais aussi son humour pince sans rire. Il lança ainsi cette saillie à Manuel Valls. « Vous semblez, monsieur le ministre, vous distinguer par un certain pragmatisme, ce qui est sans doute ce qu'il y a de mieux à espérer d'un socialiste en matière de sécurité. » Chers collègues, derrière l'homme politique, il y avait avant tout l'homme. Un homme au regard complice et caustique, à l'humour acéré, tranchant, pertinent. Oui, la personnalité d'Olivier Marleix était un fascinant alliage de contrastes. Cet homme à la stature imposante, à la parole et au caractère parfois rêche, recélait aussi une tendre et profonde sensibilité. Cantalien dans l'âme, sage depuis l'enfance, il était taiseux, discret, secret. Il n'était pas fait pour le monde des buzz, des clashs et des petites phrases. Il leur préférait la sincérité des engagements et la puissance des convictions. Gladiateur parlementaire accompli, sincère et vrai, il fut ainsi un opposant à la dent dure, redouté et redoutable. Un grand journal du soir écrivit même de lui « Si l'antimacronisme était enseigné au Collège de France, Olivier Marleix en tiendrait la chair. » Oui, Olivier Marleix était redoutable, mais il fut toujours respectueux de nos institutions. Élu sur des terres qui connurent l'extrême droite, il incarnait la fidélité à la droite et à la droiture républicaine, plaçant toujours l'intérêt général au-dessus de tout. Et je peux en témoigner pour avoir siégé 5 ans à ses côtés à la commission des lois, puis travaillé étroitement avec lui en conférence des présidents. J'ai le souvenir de son engagement constructif sur les prisons, la déontologie, où il sut dépasser les postures et les clivages pour œuvrer au service du pays. Toujours, nous avons travaillé en bonne intelligence, dans l'estime et l'appréciation mutuelle. En parallèle de ce destin national, Olivier Marleix n'oublia jamais son profond ancrage local. Élu de terrain avant tout, le député eurélien prisait passionnément le contact humain, la possibilité d'améliorer concrètement la vie de ses mandants. « Je suis la seule relation de ceux qui n'en ont pas », expliquait-il pour justifier ces longues heures passées avec les euréliens qu'il aimait tant, qu'il respectait tant. Conseiller général puis vice-président du conseil départemental, maire d'Annette de 2008 à 2017, il se passionna pour l'histoire politique de son département, au point de co-signer en 2007 une biographie de Martial Taugourdeau, député puis sénateur d'Eure-et-Loir, dont il fut le directeur de cabinet. Il voyait dans le bon docteur Taugourdeau, je cite son livre, un homme de droite, plus sensible qu'un autre à la détresse humaine. Sans doute, ce portrait était-il aussi un autoportrait. Homme de cœur, homme de terrain, Olivier Marleix était aussi un homme de lettres, lui qui cultivait une curiosité intellectuelle aux multiples facettes. Je mentionnerai sa passion pour l'histoire de Richelieu à De Gaulle et Pompidou, lui qui avait pour livre de chevet le nœud gordien du président cantalien. Son amour pour la littérature, de Belle du Seigneur aux Mémoires d'Adrien. Sa passion pour la musique, il jouait du violon et adorait Léonard Cohen. Et sa dilection plus méconnue pour la peinture, car il maniait les pinceaux et avait aussi accroché dans son bureau de député des toiles d'Yves Lévesque, un peintre eurélien, dont notamment un paysage tellurique et bucolique qui était à son image, si terrien et si sensible. Alors, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, dans la postface du dernier ouvrage d'Olivier Marleix, sa famille, présente ce jour dans nos tribunes et que je salue, écrit ces mots et je cite « Olivier était un homme d'engagement, quel qu'en soit le prix, un engagement total pour ses combats au service de la France, un engagement total au service de ses concitoyens. » Mes chers collègues, souvenons-nous que derrière les armures, il y a des êtres de chair et de sang, avec leurs forces et leurs failles. Nous nous combattons si durement, si âprement, que nous oublions parfois que nous formons une même famille, la famille parlementaire. Ne l'oublions plus. En cette heure, il nous incombe de méditer sur l'héritage d'Olivier Marleix. Dans les ultimes lignes de son dernier ouvrage, il y confie une ambition collective, celle de construire une nation plus fraternelle. Aujourd'hui, nos pensées se tournent vers sa famille,
et tous ses proches. La représentation nationale s'associe à votre peine, votre deuil et le nôtre. J'adresse aussi une pensée particulière à nos collègues du groupe Les Républicains qui pleurent un ancien président respecté et aimé. Alors, mes chers collègues, messieurs, mesdames, les membres du gouvernement, en hommage à notre collègue disparu, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant au président Laurent Wauquiez pour le groupe de la droite républicaine, puis ensuite à Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, Madame la Présidente, en écoutant vos mots, nous ne mesurons que plus durement à quel point Olivier nous manque. Cela fait bientôt 5 mois qu'il est parti et Olivier nous manque. Il manque à sa famille, qui fait preuve d'un courage à son image. Il manque à ses proches, qu'il aimait. Il nous manque à nous, qui étions assis à ses côtés dans cet hémicycle. Sa disparition a été si brutale. Elle nous a saisis parce que derrière sa pudeur, derrière son humour, aussi élégant que tranchant, derrière sa carapace, nous n'avons pas toujours su déceler la douleur et les blessures. Et je veux tous ici vous remercier, très sincèrement, pour tous les mots de soutien venus de tous les bancs, qui nous ont touchés, parce qu'ils disaient tous la même chose, qu'au-delà des différences politiques, son départ nous avait marqués, bien au-delà de ceux qui étaient ses proches et ses amis. Merci à chacun d'entre vous. Si ce départ nous a touchés, c'est sans doute aussi parce qu'Olivier portait au fond de lui cette haute idée de la fonction parlementaire et qu'elle l'a rongée. Une forme de nostalgie de la grande politique. De la politique, il connaissait les épreuves. Il acceptait la rudesse. Mais il avait choisi de ne jamais oublier qu'elle devait d'abord être une vocation. Une vocation forgée dans l'attachement à un territoire qui donne à chacun d'entre nous le sens de ce que nous faisons. Lui, le Cantalou, qui avait épousé l'Eure-et-Loire, sa ville d'Annette, ceux qu'il aimait, lui qui était convaincu qu'être un député, c'est être plus qu'un représentant. Une vocation forgée dans le gaullisme, qu'il a portée à travers son combat pour la souveraineté industrielle de notre pays, et il avait su bien avant d'autres déceler toutes les menaces. Alstom ou Atos étaient pour lui les bras armés de la souveraineté française qu'il voulait que nous défendions. Nul, sans doute,
n'était habité plus que lui par cette conscience inquiète de la nation. Ces parties de son engagement sont connues et moins connues. Son combat pour la protection de l'enfance, que le parlementaire rigoureux, mais avec beaucoup de pudeur qu'il était, a porté avec discrétion. Alors, chers collègues, au moment où nous lui rendons hommage, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Il y a un devoir que nous lui devons. Que la mémoire d'Olivier Marleix soit cela. Pas la brutalité de son départ, mais cela. La profondeur et la solidité de son engagement en politique. Rendre hommage à sa mémoire, c'est ne pas la laisser être affectée par sa fin. C'est rappeler ce qui a été le sens d'une vie politique à laquelle il a tout donné et tant sacrifié. Ce que je vous demande, c'est que nous continuions à nous souvenir d'Olivier comme d'un homme droit qui a dédié sa vie à l'honneur et à l'amour de son pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Wauquiez. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Wauquiez, Mesdames et Messieurs les représentants de la famille d'Olivier Marleix, Monsieur le Ministre, mon cher Alain, les compagnons de route, anciens parlementaires ici présents dans les galeries, les nombreux proches qui l'ont accompagné tout au long de sa vie d'homme, mais aussi de sa carrière politique. À notre tour, au nom du gouvernement de la République, à nous associer à cette très belle hommage, Madame la Présidente, et à entendre l'émotion et l'atmosphère de cet hémicycle. C'est un moment rare, fait d'humanité, de fraternité, que nous partageons, quelles que soient les histoires politiques de tout à chacun. À mon tour, au nom du gouvernement, mais aussi peut-être sur un terrain plus personnel, je veux saluer le militant extraordinaire qu'il a été. Militant gaulliste, ça a été rappelé, patron de l'UJP, ayant été une des grandes figures de nombreuses campagnes électorales de 1995. La victoire évidemment du président Chirac de nouveau en 2002, le grand serviteur qu'il a été auprès du président Nicolas Sarkozy, et cette volonté effectivement de devenir aussi le militant de son territoire, maire d'Annette, conseiller général d'Eure-et-Loir. Nous étions voisins de département et j'ai pu témoigner à quel point cet enracinement comptait pour lui. Puis bien sûr, sans jamais être idéologue, c'était un homme d'idées et militant pour ses idées. Le président Wauquiez a rappelé ce combat discret pour la protection de l'enfance, un combat plus vocal pour la souveraineté de notre pays, y compris sa souveraineté industrielle. Et on lui doit au fond aussi d'avoir permis de faire bouger des lignes sur des dossiers compliqués sur lesquels parfois la politique politicienne pouvait s'emparer d'un certain nombre de dossiers, mais sur lesquels il arrivait toujours au bon moment à lui donner l'envergure nationale que cela méritait, y compris en matière de défense nationale. Le dernier propos, pour moi, il est lié à ce qu'il est, à ce qu'il a signifié dans cet hémicycle, à ce qu'il a signifié pour ses électeurs dans sa circonscription. C'est au fond un être d'une profonde humanité. Et la puissance personnelle qu'Olivier Marleix était capable de dégager venait de cette humanité extraordinaire qui ne laissait personne indifférente et indifférent. Et donc, au nom du gouvernement, je veux dire à ses proches que nous sommes à vos côtés dans ce deuil douloureux et que nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour la France et les Français. Merci beaucoup.